Je vais commencer mon exposé d'abord par une situation assez actuelle et dont on entend peut-être parler selon les milieux ou les médias qu'on lit ou qu'on fréquente. C'est que petit à petit, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de monuments commémoratifs en souvenir soit des victimes homosexuelles du nazisme, soit plus généralement pour les personnes lesbiennes, gays, bi et transsexuelles. Et la liste peut être complétée. Je voulais juste faire un petit aperçu introductif en montrant la pluralité de... Oups. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, et donc, vous voyez bien le premier monument, parce qu'on va parler un peu de mémoire, de commémoration, et donc les formes que peut prendre cette commémoration. Je me suis intéressé plus particulièrement à la mémoire dans la pierre, donc les monuments, et celui d'Amsterdam, c'est ce motif assez classique qui a été évoqué, à savoir le triangle rose. Ensuite, un motif particulièrement différent, c'est le monument de Francfort qui date de 1994. Entre crochets, j'ai mis 90, c'est le moment où le monument a été planifié, donc ça a duré 4 ans jusqu'à sa réalisation, et qui reprend le motif d'un ange. Et il était novateur dans le sens où il s'agissait à la fois de s'abstraire de la question du triangle et en même temps de d'interpréter cette souffrance à travers une forme figurative. Et le choix qui a été fait par Rosemary Trockel, c'était de prendre un des anges qui est une figure qui peut être asexuée et donc représenter aussi bien les hommes que les femmes. Et c'est ce qu'on peut voir au niveau de la dédicace qui se trouve sur le socle du monument. Ensuite, c'est un autre monument, c'est le monument de New York qui n'a rien à voir avec notre question des victimes homosexuelles du nazisme, mais qui néanmoins devient de plus en plus figuratif, étant donné qu'on a le couple de femmes, le couple d'hommes. Le monument de 2001 qui a été inauguré à Sydney et qui pose une question intéressante, c'est celle de la manière dont la mémoire petit à petit se diffuse et se globalise, étant donné que la persécution des homosexuels était au départ un phénomène allemand qui est devenu petit à petit européen pour devenir plus vaste et trouver des prolongements aussi bien en Australie ou en Océanie qu'en Amérique, et j'y reviendrai vu qu'ils sont présentés dans l'ordre chronologique. Ça, c'est le fameux monument de Berlin sur lequel j'insisterai un peu plus longuement, étant donné qu'il a une particularité aussi, c'est d'être un monument fédéral, donc il a été financé par des fonds publics, et ça, c'était un grand changement dans la manière dont les monuments ont pu être pensés, vu qu'auparavant, comme à Amsterdam, c'était au départ des souscriptions publiques, et donc il y a une intervention véritable de l'État concernant cette politique mémorielle. Là, vous voyez, en Uruguay, il y en a un tout petit, on fait aussi avec les moyens du bord, qui a été inauguré à Montevideo en 2005. Il y a celui de Barcelone en 2011 qui a la particularité aussi d'inclure les personnes transsexuelles, et c'est le premier qui pose cette question, qui ont notamment été persécutées sous le régime franquiste. Et celui de Vienne n'a pas encore été inauguré, mais pourtant le projet traîne depuis 2007. Et il y a des petits problèmes qui concernent la manière dont il a été pensé, étant donné que l'eau doit être colorée avec un colorant naturel. Enfin, bref. Et vous voyez que le motif qui est choisi, c'est donc queer, qui représente aussi un autre type d'évolution dans la manière dont on peut penser la question des mouvements collectifs ou mouvements sociaux qui peuvent être au départ homophiles, homosexuels, gays et lesbiens, et maintenant queer. Et donc le dernier en date qui a été inauguré, c'est celui de Tel Aviv en 2013. Là, j'ai uniquement les esquisses, et qui pose aussi une question intéressante, vu que c'est le premier monument en Israël qui a été réalisé pour des victimes qui ne sont pas juives. Et donc c'était la particularité de ce lieu. Maintenant, je vais en venir à un exposé un peu plus scolaire, et partir de ce constat, c'est qu'on observe cette diversité de monuments commémoratifs. Tantôt, par moment, c'est pas précisé que c'est pour les hommes et les femmes, à d'autres moments, ça l'est. Et en fait, la question et l'hypothèse que j'ai formée, c'est que ces monuments cristallisent quelque chose dans l'histoire, notre histoire, qui est une lente transformation du rapport moral et aussi légal par rapport à l'homosexualité, étant donné que toute cette période dont le paroxysme pouvait être le nazisme, c'était une période de la répression, et à l'heure actuelle, on est plutôt dans une sorte de
de penser de la protection en vertu d'un certain nombre de lois. Et j'ai pas du tout mentionné qu'il y avait 2 monuments, parce que c'est pas ma spécialité, en Belgique. Et il y en a un notamment, par exemple, à Verviers, donc dans l'est du pays. Et la dédicace qui est formulée correspond justement à cette question, étant donné que, maintenant je ne connais plus le texte par cœur, mais il est précisé que ces monuments commémorent finalement les victimes d'homophobie et que désormais l'homophobie est punie par la loi. Donc c'est quelque chose, c'est à peu près le mouvement que j'essaye de relater. Seulement, pour comprendre comment ça s'est passé, eh ben, ça pose un certain nombre de questions et c'était l'objet de mon enquête. Et cette enquête, la question que je pouvais me poser, c'était finalement de savoir comment est-ce qu'on peut saisir ou appréhender cette invention, parce que finalement ça a quand même été inventé, la commémoration des victimes homosexuelles du nazisme. Il y a différentes manières de le faire. Et là, j'ai simplement pris comme illustration un mur où il y a des photos. Donc ce sont des photos anthropométriques prises par la police nazie. Ça, c'était une exposition qui avait lieu à Berlin et qui permettait aussi, parce que là, je vous parle de victimes, et on en parle tout le temps, mais finalement, il y a peu de visages, de montrer aussi des visages qui permettent de cerner aussi la diversité des individus qui ont pu être appréhendés, arrêtés, et donc déportés pour la plupart par la police nazie. Donc là, c'est le seul endroit où mes travaux et ceux de Florence se recoupent, pour preuve l'illustration qui est reprise. Donc c'est une illustration assez intéressante, étant donné que ce fameux système des triangles, eh ben, c'est pas un système qui a été voulu d'en haut par le système nazi, mais qui s'est mis en place plus ou moins progressivement lorsque petit à petit il y a eu de plus en plus que la population est devenue de plus en plus vaste dans les camps de concentration, et c'est à Dachau qu'a été inventé ce système de classification qui ensuite a fait ses preuves bien mieux que prévu, étant donné que tout à coup tous les déportés étaient ordonnés en fonction de ces triangles qui leur offraient des avantages, des inconvénients ou des formes de stigmatisation, vu qu'il y avait cette hiérarchie. Et d'ailleurs, on peut un peu le voir dans cet ordre qui va du rouge au noir, finalement, entre les politiques qui étaient donc des sortes de résistants, des opposants au régime, et les fameux triangles noirs tout au bout, après les homosexuels, qui étaient décrits comme les asociaux, avec tout ce qu'on peut imaginer concernant ce terme assez stigmatisant. Donc, juste pour revenir sur le tout petit point, donc c'est la particularité des homosexuels, et ce sont ces fameux camps disciplinaires, compagnies disciplinaires ou Strafkompanie qui font un peu la singularité des homosexuels, quels qu'ils soient, ou quel que soit le triangle auquel ils étaient assignés, à savoir qu'ils étaient toujours embarqués dans des commandos qui pouvaient être les fameuses carrières, ou des commandos de déminage, ou des briqueteries, et qui étaient assez rudes, et comme Florence l'a souligné, ils étaient toujours ou généralement placés à part dans les baraques, et pour des raisons un peu évidentes liées à l'imaginaire qu'on pouvait avoir les concernant, ils avaient des rations de nourriture encore moindres que celles des autres, et il y avait effectivement cette homophobie qui pouvait exister à l'extérieur des camps de concentration, qui existait tout autant à l'intérieur, vu qu'on sait bien que les camps, c'est un peu comme les prisons, et dans les prisons, on n'est pas tendre avec ses co-détenus, et il en allait de même dans cet univers-là. Et donc, pour continuer à développer la question qui était la mienne, c'était de savoir comment cette question, celle des victimes homosexuelles, est devenue un enjeu politique. Ouais, je ne connais pas les détails de la manière dont tout a pu se faire en Belgique, pourtant je peux vous dire comment ça s'est fait en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, donc plus ou moins tout autour. Mais j'ai tendance à imaginer qu'il pouvait en être un peu de même, à savoir que c'est devenu, à partir d'un moment que je ne connais pas pour la Belgique, en tout cas, un enjeu politique avec des formes de revendication, avec des tensions qui ont pu exister entre différentes catégories d'individus, en l'occurrence, la plupart du temps, les associations gays et lesbiennes ou homosexuelles, et d'un autre côté, d'autres types d'associations telles que les fédérations de déportés, par exemple, ou sinon d'autres groupes politiques. Et donc, j'ai essayé de comprendre ça à partir du moment où c'est apparu, à savoir en 1946, donc immédiatement au lendemain de la Première Guerre, jusqu'à aujourd'hui où on a tous ces monuments que j'ai eu l'occasion de vous montrer
à l'instant. Et donc, il y a différents moments qui peuvent être identifiés, différents phénomènes pour la constitution de cette mémoire. Il y a la mémoire dans la pierre dont je vous parle et je vous ai parlé. Il y a aussi ce qu'on peut appeler une mémoire de papier qui se retrouve à travers, bien entendu, de revues ou de périodiques, de magazines, de journaux, mais aussi de romans, de pièces de théâtre et bien entendu de témoignages. Et il y a quelques témoignages qui étaient déterminants pour pouvoir concrétiser et en même temps imaginer ce que ça pouvait être la situation d'un déporté ou d'une déportée homosexuelle. Et donc, parallèlement à ce moment, eh ben, il y a aussi eu un autre moment historique au lendemain donc au début des années 70, cette volonté justement d'occuper l'espace public pour les mouvements homosexuels et qui font vraiment suite à une période un peu plus calme et peut-être plus plus isolée ou plus cachée, qu'on appelle celle du mouvement homophile. Et donc 1968, 1969, 1970, ça bouge, et ça bouge aussi à l'extérieur dans les villes, à savoir qu'il y a des groupes qui souhaitent soit commémorer, soit être inclus dans les commémorations, et c'est à ce moment-là qu'ont lieu des frictions. Quatrième temps que je vais exposer, c'est le moment où petit à petit on commence à poser des plaques dans un premier temps dans les camps de concentration, et c'est pas une affaire simple, hein, je vais pas m'apesantir dessus, mais ça a été des efforts de longue haleine pour les camps, à commencer par Mauthausen en Autriche, c'est la plus vieille plaque, 1984, et ensuite dans les villes, donc finalement de plus en plus loin de ces camps de concentration, eh ben, il y a ces phénomènes de réalisation de monuments qui veulent qu'aujourd'hui on a une sorte de géographie ou de topographie de la commémoration, et qui veut aussi que peut-être l'enjeu initial n'est plus le même, et il y a une sorte de concurrence peut-être entre des villes ou des métropoles qui commémorent, d'autres qui commémorent pas, en fonction de nouveaux enjeux. Donc tout ça, eh ben, ça s'est construit autour de 4 questions. Comment on construit une mémoire collective transnationale? Comment est-ce que cette mémoire a pu être utilisée stratégiquement? Et là, je vais revenir un petit peu sur la manière dont finalement il a fallu transformer des lois, par exemple, des lois telles que transformer des criminels en victimes, et c'est quelque chose d'assez délicat, et essayer de savoir quels ont été les arguments qui ont pu être employés, parce que des fois on emploie un argument, ça marche pas, alors on va en trouver un autre pour essayer de séduire le gouvernement, le législateur, ou sinon trouver des alliés pour faire entendre sa voix. Et donc le quatrième point, c'était un peu de savoir à quelle fin les militants organisent des commémorations au pied de ces monuments. Et je vais peut-être passer sur mes enjeux de méthode, et venir directement aux études de cas. Donc les 3 cas que je maîtrise le mieux sont ceux de Berlin, de Paris et d'Amsterdam. Mais je suis vraiment preneur pour Bruxelles et la Belgique. Si dans l'Assemblée il y a quelqu'un ou plusieurs personnes, j'en serais heureux. Donc pour prendre l'exemple de Berlin, donc les lieux où ça a eu lieu, et ben, les premières commémorations, c'est assez intéressant, ont lieu en 1973. Donc sur une place particulière qui est à Berlin-Ouest. Il faut imaginer que sur cette place, c'est la place où il y avait déjà un monument qui existait depuis quelques années en souvenir des victimes politiques des camps de concentration, et ce monument avait été pour partie construit avec des pierres de l'ancienne synagogue qui avait été détruite. Donc ça fait une sorte de micmac un peu complexe à saisir. Quoi qu'il en soit, eh ben, c'est ce lieu qui avait été choisi en premier lieu, pour différentes raisons aussi, parce que c'était Berlin-Ouest et que les camps de concentration autour faisaient partie de l'Allemagne de l'Est, enfin pour prendre l'exemple de Berlin. Et donc pour continuer dans cette lignée-là, il faut attendre, en fin de compte, 1989. C'était un travail de longue haleine qui avait démarré quelques années auparavant pour qu'il y ait cette plaque que vous voyez là qui soit inaugurée. Et donc cette plaque, la particularité, c'est que en fait, eh ben, la façon dont les militants avaient essayé de réclamer cette plaque, c'était assez complexe, et en fait, ils avaient fait appel à ce qu'on pourrait appeler le Parlement de Berlin, qui serait peut-être un peu comme le Parlement de la région de Bruxelles, et ce Parlement s'y était opposé en raison d'équilibres politiques qui voulaient qu'il soit dominé plus par des forces conservatrices qui ont tendance à être en général contre,
que par des forces progressistes qui auraient tendance à être pour. Et donc les militants de la mémoire sont adressés à chaque mairie d'arrondissement de la ville et ont écrit la même lettre. Et selon les configurations d'arrondissement, selon les municipalités, l'équilibre entre les différents partis, ils ont réussi à obtenir une satisfaction dans un arrondissement où ils avaient obtenu le soutien du parti écologiste qui était assez ouvert à ces questions, comme le parti libéral. Ça c'est concernant l'Allemagne, mais ça peut être la même chose dans d'autres pays. Et donc ils ont pu obtenir ce monument. Et là, je vais vraiment dans les grandes lignes, parce que 2008, c'est l'inauguration de ce fameux monument fédéral. Mais pour comprendre l'inauguration du monument fédéral, il faut savoir que 2005, il y avait un autre monument qui avait été inauguré, c'est le fameux mémorial en souvenir des victimes de l'Holocauste. Je ne sais pas si vous étiez déjà à Berlin. En règle générale, de nos jours, toute personne qui va à Berlin traverse ce monument. La moitié se font prendre en photo entre les stèles. C'est le fameux champ de stèles de Peter Eisenman, qui lui-même avait été compliqué à réaliser parce qu'à l'époque, le chancelier allemand Helmut Kohl était absolument opposé à cette question de reconnaissance et de commémoration des victimes juives. Et donc lui-même avait voulu qu'il y ait un autre monument qui soit réalisé. Il l'a été d'ailleurs, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Quoi qu'il en soit, il y a eu ce monument, 2005, et à ce moment-là, dans la loi qui avait fait financer le monument pour les victimes de l'Holocauste, entendu par victimes juives, il y avait une porte qui était restée ouverte pour les autres groupes de victimes du nazisme. En l'occurrence, jusqu'à présent, sont les tziganes ou roms et zinti, les handicapés et les homosexuels. Donc le premier des 3 monuments qui a été inauguré, c'est celui-ci, le Cube. Et il y a quelques semaines, un monument en souvenir des handicapés a été inauguré. Et il y a 1 an à peu près, un monument pour les tziganes. Et donc la particularité de ce monument, avant de passer à Paris, c'est cette ouverture. Et à travers cette ouverture, il y a une vidéo qui défile. Ça, c'est un premier point, qui montre un couple de même sexe qui s'embrasse. Et c'était un peu la manière dont le projet lauréat a pu séduire la commission artistique, parce qu'il souhaitait que le monument soit quelque part, non pas dérangeant, mais qui rappelle les choses qui peuvent être dérangeantes lorsqu'on imagine l'homosexualité. Et effectivement, cette vidéo et ce monument dérangent, vu qu'il est régulièrement profané, c'est le terme qui convient, par des personnes qui supportent absolument pas la vue de la vidéo, qui peut être plus ou moins choquante selon les sensibilités. Enfin, il faut juste savoir que ce sont 2 hommes qui s'embrassent, peut-être à l'heure actuelle 2 femmes, mais c'est un peu le problème, ou plus ou moins la manière dont, à l'heure actuelle, l'homophobie fonctionne de la manière la plus évidente, c'est-à-dire que ça va être rarement, mais il y a quand même des cas où un individu seul va se faire agresser, mais la plupart des agressions qui peuvent exister, qu'elles soient verbales ou physiques, vont concerner de facto des couples, soit d'hommes, soit de femmes, et c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie de mon exposé. Mais en attendant, je vais revenir sur Paris. Donc Paris, c'est la France. La France, c'est souvent conflictuel, donc ça se passe pas très bien. Il y a une petite erreur, mais en même temps, 74, ce sont les premières tentatives de commémoration au fameux mémorial des martyrs de la déportation qui se trouve sur l'île de la Cité, juste derrière la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et donc, de 74 à peu près 2005, ça a toujours été la même histoire. À savoir qu'il y avait des militants homosexuels ou des militantes homosexuelles de la mémoire qui venaient, qui souhaitaient déposer leur gerbe. Ça se passait mal, c'est ce qu'on voit dans l'image d'en bas. Donc il y avait les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, la police qui était présente. La gerbe était ôtée, écrasée, ceci, cela. En même temps, ça permettait de bénéficier pour ces mouvements d'une attention médiatique, vu que les journalistes étaient toujours présents. Et les journalistes aiment bien être là où ça chauffe. Et donc ils pouvaient relayer chaque année les soucis qui existaient. Cependant, en 2005, il y a eu ce qu'on pourrait appeler une forme de reconnaissance officielle par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, qui, dans le discours, donc c'était il y a pile poil 10 ans, a mentionné pour la première fois les homosexuels. C'était aussi quelque chose d'assez complexe pour que la mention puisse apparaître dans
dans la manière dont ces discours sont constitués, parce qu'il y avait une première tentative en 2001, mais qui n'était pas passée. Et donc là, je note qu'en 2015, donc c'est maintenant, hein, ou 2014, je pourrais dire, il y a des mobilisations en France et à Paris pour la réalisation d'un monument. L'exemple, selon moi, le plus intéressant, c'est l'exemple d'Amsterdam, parce qu'en fait, les premières commémorations en souvenir des victimes homosexuelles du nazisme, et ça aurait été mieux que je mette plus d'images, ça aurait été tout aussi, bien plus esthétique que ce que j'ai pu faire, comme chez Florence. Les premières commémorations ont lieu en 1946 et 50, et donc là, vous voyez, il y a le magazine Vriendschap, Amitié en français, qui commémore pour la première fois en mai 1950 dans sa revue les victimes homosexuelles du nazisme. Et donc il y a une préoccupation évidente qui apparaît très tôt et qui est assez mystérieuse parce qu'elle est formulée par Jeff Last, peut-être que je prononce mal et on dirait Jeff Last, qui était l'ami hollandais d'André Gide, comme il l'appelait. Et ils avaient été tous les deux ensemble en Russie, en URSS à l'époque, et ils s'étaient rendu compte aussi de la manière dont le gouvernement soviétique traitait justement les homosexuels à cette époque-là. Il y avait eu un grand changement. Et donc, ça peut être mis en lien entre une époque où l'URSS s'intéressait pas trop à cette question et un moment où, hop, ils ont tous été envoyés au goulag. Et donc, il y a cette préoccupation qui apparaissait, et elle apparaît très bien dans un article de 46 de Jeff Last où il fait un parallèle. L'article s'appelle « Les victimes et les boucs émissaires », et un parallèle entre nazisme et bolchevisme, parallèle qui a duré assez longtemps et qui a mené à ce qu'on appelle la querelle des historiens dans les années 80, mais qui concernait aussi les homosexuels. 70, première commémoration. 1979, il y a le fameux projet du monument, le Homo Monument. 1987, l'inauguration, vous voyez, 8 ans plus tard. Et depuis 2005, il y a les fameuses célébrations avec les nouvelles recrues de l'Académie de police des Pays-Bas. Et je vais vous les montrer. Donc ça, c'est une représentation de l'Homo Monument que j'ai pu trouver à Amsterdam. Et donc là, vous m'excusez parce que mes photos sont pas très... Ça se voit que je suis pas photographe. Néanmoins, c'est cette fameuse célébration du Dodenherdenking à l'Homo Monument. Et vous voyez, il y a un rite qui est assez passionnant et qui dure à peu près une bonne heure, entre 20h et 21h, avec véritablement une procession. On voit des militaires, des policiers qui sont présents. Il y avait pas mal de monde, les drapeaux sont en berne, il y a pas mal de monde à la commémoration. Et donc la particularité de cette manifestation à l'Homo Monument, c'est l'obligation qu'ont les nouvelles recrues de la police d'assister, et ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler un module pédagogique. Et la manière dont ça a été pensé par les membres du COC, c'était de montrer, ça peut porter à de très grands débats, en tout cas, de montrer que les personnes gays et lesbiennes étaient des citoyens comme les autres, qui méritent d'être protégés comme les autres par la police, dont on suppose, c'est nulle part dit, mais qu'elle va être particulièrement homophobe ou lesbophobe. Et donc, il y a toute cette représentation où tout le monde présente bien et ça se passe bien. Et donc, tous ces jeunes policiers peuvent voir que les gays, les lesbiennes commémorent comme tout le monde lors du Dodenherdenking et méritent de ce fait une protection pleine et entière. Et c'est toujours cette question de l'homophobie ou de la lesbophobie, parce que, maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est exactement à l'heure actuelle partout, mais tout du moins en France et aux Pays-Bas, c'était un peu pareil. Il pouvait y avoir des moments où les personnes qui étaient agressées obtenaient un très mauvais accueil auprès de la police, qui soit refusait d'enregistrer des plaintes, ou sinon considérait que ce qui leur était arrivé était un peu normal, parce que si il ou elle n'avait pas été homo, en fin de compte, ça ne leur serait pas arrivé. C'est toujours les mêmes discours. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, pour terminer, ce que je souhaitais montrer, c'est qu'il y a différentes formes de lutte pour la reconnaissance. Et comme je l'ai dit, dans un premier temps, le cas particulier de l'Allemagne, c'était de transformer des criminels en victimes. Parce qu'on avait ce paragraphe 175, ou article 175, qui condamnait l'homosexualité, qui a d'ailleurs été en vigueur jusqu'en 1969. Il s'est agi, et c'est une histoire qui
qui est à moitié achevé, parce que c'est vraiment compliqué pour le Parlement fédéral allemand de reconnaître. Donc le Parlement a reconnu que les victimes de la Seconde Guerre étaient des victimes, mais pour tout ce qui concerne la période 49-69, pour le moment, c'est un peu délicat à reconnaître pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'il y avait tout autant de victimes durant le Troisième Reich qu'après. Et deuxièmement, s'il s'agit, en cette période de crise et où tout le monde doit se serrer la ceinture, de débloquer des indemnités et des remboursements pour toutes ces victimes, ça, c'est une autre histoire qui se chiffrerait en centaines de milliers d'euros. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, en Allemagne, et c'est quelque chose qui continue, vu que maintenant la ville de Munich va aussi ériger un monument, c'est qu'il y a de plus en plus de monuments qui sont érigés. Je vous ai dit, au début, c'était dans les camps de concentration, et je ne vous ai pas montré peut-être assez d'illustrations. Donc dans chaque camp, petit camp, mais pourtant c'était des grands camps, il y a désormais plus ou moins une plaque. Et maintenant, dans différentes villes comme Munich, Cologne, Berlin, etc. Et le quatrième point qui a été obtenu, c'est l'obtention de réparations collectives. Donc il y a des fonds qui ont été versés. C'est la distinction entre reconnaissance et redistribution. Donc ça signifie qu'il y a une part du gâteau qui est désormais aussi octroyée aux homosexuels. Concernant la France, la question était différente parce qu'il y a cette fameuse unité républicaine typique à la France, et donc l'idée c'était d'être inclus dans les cérémonies ou dans les commémorations et obtenir la reconnaissance de la qualité de victime, qui peut exister, parce que là on n'est pas rentré dans les détails, mais concernant les persécutions qui ont pu avoir lieu en France, et d'ailleurs en Belgique aussi, je crois qu'il y a très peu de recherches concrètes qui ont été faites, parce qu'il faudrait vraiment farfouiller dans les archives pour trouver, je pense qu'il y a des choses à trouver. Et concernant les Pays-Bas, l'argument avait été différent. L'argument à Amsterdam, c'est ce fameux modèle de la pilarisation qui qualifiait les Pays-Bas, c'était d'obtenir un monument au même titre que les autres. Ça, c'était le premier temps. Ensuite, obtenir des réparations financières. Et le troisième temps que j'ai pu observer, que je vous ai montré, c'est de proposer des stratégies éducatives de lutte contre l'homophobie. Alors, pour terminer, mais on le voit très très mal, parce que vous voyez, là, je souhaitais juste montrer qu'il y a des temporalités différentes, et qu'en fin de compte, ce qu'on pourrait appeler une sorte de reconnaissance sociale des victimes homosexuelles, aux Pays-Bas, elle se fait très tôt, en 75, en Allemagne en 85, et en France, c'est en 2005. Et de même pour la reconnaissance juridique, en Allemagne, il y a un changement de loi en 2001. Donc il y a une loi qui dit qu'elle reconnaît que ce sont des victimes. Aux Pays-Bas, c'était en 86. En France, cette question n'a pas lieu d'être. De même pour les réparations individuelles, vu que les personnes qui avaient été déportées pour ce motif n'avaient pas le droit d'obtenir des indemnités, des réparations ou de l'argent. On pourra en rediscuter. Et enfin, pour les compensations collectives, il en allait de même. Et donc, ça permet de voir que pour une même question, il y a des traitements différents qui peuvent avoir lieu selon les pays en fonction d'éléments de politique plus globale, mais aussi de la manière dont les mouvements se mobilisent. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention et j'ai respecté mon temps. Et voilà.